Pascal Jossy aurait pu figurer au rang des entrepreneurs à succès, comme on les aime dans le monde des startups. Bienvenue chez Suspect System. Il est hélas entré dans la mémoire collective comme un patron zabois qui aurait mis en scène sa propre agression. La justice l'accuse à tort, selon lui, d'avoir mis le feu à sa voiture au milieu d'une forêt de la Broye et de s'être brûlé à cette occasion. Les yeux dans les yeux, ce n'est pas une minence de haine, c'est pas un suicide et c'est pas une automutilation. C'est une agression. Le patron déchu de Suspect System, S3, est-il la victime d'un projet qui l'a dépassé ou un affabulateur qui est allé trop loin? Nous sommes partis sur les traces de la légende de cet officier de carrière qui promettait de démocratiser l'espace depuis Payerne. Nous avons passé au crible les décombres de ce rêve de navette qui n'a jamais décollé. Avant de figurer à la rubrique des faits divers, Pascal Jossy a fait rêver et convaincu beaucoup de monde. Il est comparé à Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, symbole de la privatisation de l'espace. J'ai toujours été fasciné par le monde du spatial, la conquête spatiale, les planètes. Donc l'avoir une entreprise spatiale qui s'implémente en Suisse, on fait tout pour essayer d'y travailler. Monsieur Jossy me faisait penser vraiment à Musk. On avait quelqu'un qui se présentait comme un pilote, qui surtout, je dirais, arrivait à mobiliser un certain nombre de réflexions, un certain nombre d'institutions au bon moment. Monsieur Jossy était une personne très convaincante, mais aussi avec un parcours qui rendait crédible finalement, disons, ses ambitions. Monsieur Jossy était pilote de chasse et officier supérieur de l'armée. Puis pour moi, c'est ça qui était l'élément qui lui a permis d'être créateur d'entreprise. Le jeune patron de S3 semble posséder le CV idéal pour s'attaquer au marché de l'espace. Son histoire plaît, elle fascine. Il fait la une des magazines économiques. Bilan a même organisé un concours lecteur avec S3. Mirette Zaki, rédactrice en chef du magazine, revient sur cet engouement. On était dans un contexte très euphorique, on aimait bien encourager les innovations. Il était de bon ton d'ailleurs d'être encourageant et puis d'avoir une vision positive de ceux qui prenaient des risques. Il y avait même beaucoup de sujets qui sortaient dans plein de journaux et de magazines. Comment prendre plus de risques, ne pas craindre l'échec. Il y avait à la même époque, il y avait Elon Musk avec SpaceX qui venait d'être admis par la NASA comme le fournisseur de la NASA pour les taxis de l'espace. Il y avait plein de startups qui étaient en train de connaître des valorisations incroyables. Donc les investisseurs leur donnaient un prix sans précédent. Une feuille de papier, vous la pliez, vous la lancez, elle vole. Je pense que c'est mes premiers contacts avec la partie avion, de pouvoir le faire avec mon petit frère, choses comme ça. Et puis, voilà, c'était un jeu pas cher qui emmène dans des aventures de l'esprit, quoi. La légende du vendeur de navettes spatiales remonte donc à son enfance. Sa mère vient du Maroc, son père appartient à une lignée de menuisiers de la Chaux-de-Fonds. C'est dans cette ville que grandit Pascal Jossy. La toute première fois où je commençais à penser par rapport à l'espace, j'étais tombé malade et puis j'avais reçu un Tintin et c'était Objectif Lune. Tintin et sa fusée, cette image, Pascal Jossy va souvent l'évoquer pour alimenter sa légende. Il y aura ensuite sa formation. Quel pilote, quel ingénieur est-il devenu exactement? Impossible de poser ces questions à Pascal Jossy. Son avocat nous a fait savoir qu'il ne parlera pas. Alors nous sommes allés à la rencontre de ceux qui l'ont formé. Pascal est apparu au milieu des années 90
accompagné de son père, qui l'introduisait chez nous en disant que c'était un jeune homme passionné par l'aviation et qui désirait pouvoir être formé comme pilote. À 67 ans, Simon Loichat continue de former de jeunes pilotes à l'aéroport de La Chaux-de-Fonds. Et il utilise le même Piper avec lequel Pascal Jossy a volé pour la première fois. C'était en 1996, il avait 20 ans. C'était un jeune homme intelligent, plein d'ambition. Au cours de sa formation, il est apparu avec évidence que l'expérience pratique de conduire soi-même des avions et de se trouver dans l'espace lui convenait spécialement. Et on l'a amené comme ça jusqu'à sa licence de pilote privé, et ensuite il a poursuivi son chemin ailleurs. Et vous savez quel chemin il a poursuivi? Je l'ai redécouvert beaucoup plus tard, mais je le voyais tout à fait partir pour des formations, soit chez Swissair, soit à l'armée, puisqu'il avait devant lui aussi son service militaire qui allait venir. Donc il avait le potentiel pour réaliser beaucoup de choses, oui. Quand j'ai eu ma maturité, j'ai eu la chance de pouvoir faire les tests pour rentrer à l'école de Swissair, et puis voilà. Swissair, le pilote de ligne. C'est l'autre élément fort de la légende Pascal Jossy. Mais la réalité est différente. Dans un CV qu'il a rédigé, Pascal Jossy évoque bien une formation de pilote de ligne. Mais il s'arrêtera au stade des examens théoriques. Il n'est donc pas pilote de ligne, il ne peut piloter que des petits avions à usage privé. Sa vraie carrière, il va la faire à l'armée. Il suit l'académie militaire à Zurich et devient officier de carrière. Il entre alors au sein des forces aériennes, mais comme ingénieur, pas comme pilote. Pierre Répéty, ancien professeur en ingénierie à la HEIG d'Yverdon, a supervisé son diplôme, obtenu en cours d'emploi. Je dois dire que c'était quelqu'un qui était très sociable, qui avait bon contact, c'était un des moteurs de la classe. D'ailleurs, il venait habillé en civil, il n'a pas voulu jouer son rôle de cadre supérieur qu'il était déjà. L'ancien professeur garde le souvenir d'un étudiant modeste et assidu. Mais il croira faussement se trouver face à un pilote militaire professionnel. En fait, c'est probablement ce qui manquait dans sa formation de pilote, c'était le côté technique, scientifique. Donc, il est devenu un peu expert dans le domaine de la mécanique parmi les pilotes, quoi. Il y a une autre ambiguïté. Pascal Jossy va mettre en avant sa collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Mais il n'a pas le titre d'ingénieur EPFL. L'astronaute Claude Nicolier est professeur au Space Center. Il le confirme. Il n'a pas été un étudiant ici à l'EPFL. Donc il venait de l'extérieur, si on peut dire. Ce n'était pas un interne de l'EPFL. Pascal Jossy n'est donc ni ingénieur EPFL, ni pilote de ligne, ni pilote de chasse. Mais il laissera les médias le présenter avec ce CV qui lui va si bien. Crapaud fou. Pascal Jossy, vous devenez pilote militaire, vous devenez pilote civil, vous travaillez à l'EPFZ, ensuite à l'EPFL. À quel moment est-ce que tout commence, la réalisation véritable de votre rêve de partir dans l'espace? Le tout début, ça se passe qu'on se dit, voilà... On l'entend, Pascal Jossy laisse entretenir le flou sur son CV. Mais sa passion pour l'espace est bien réelle. Il va consacrer son travail de diplôme à un projet de navette spatiale suborbitale. C'est dans ce cadre, et uniquement comme étudiant externe, qu'il va s'approcher de l'EPFL. C'est un petit projet d'un avion spatial pour des vols suborbitaux. Donc l'idée était de monter jusqu'à une altitude d'en tout cas 100 km, qui est la limite de l'espace, la frontière entre l'atmosphère et l'espace, selon la Fédération aéronautique internationale. Et puis l'idée, c'était de lancer un petit projet qui a accroché pas mal d'étudiants et d'enthousiastes. C'est resté un petit projet, je dirais, mais Pascal Jossy était un des interlocuteurs. Il y avait également Dassault qui était impliqué, donc c'est là que j'ai rencontré Pascal.
Dassault, c'est l'autre référence clé de cette aventure. Pascal Jossy va s'appuyer sur la réputation de l'avionneur français pour rendre crédible son projet de navette. Et le petit officier de l'armée suisse a de quoi intéresser le géant français. Dassault veut vendre son avion de combat, le Rafale. La Suisse hésite, on est en pleine évaluation pour l'achat de nouveaux avions. La concurrence est rude, l'enjeu est énorme pour Dassault. Ça tombe bien, Pascal Jossy travaille à Payerne au sein du groupe d'évaluation des forces aériennes. Qui s'est servi de qui dans cette affaire? Dassault refuse de s'exprimer. Mais ce document montre que le groupe français tient Pascal Jossy en haute estime. En tant qu'ingénieur essai en vol pour la Swiss Air Force et pilote de ligne, Pascal possède un très riche éventail de connaissances aéronautiques. La lettre est signée d'un directeur de Dassault Aviation. Il recommande l'officier suisse au directeur de Supaéro, la prestigieuse école d'ingénieurs française où Pascal Jossy va obtenir un master. Dassault va ensuite lui ouvrir les cartons du vieux projet Hermès. Hermès, c'était le rêve français et européen de propulser une navette spatiale du haut d'une fusée Ariane. Ça n'a pas marché. S3 va tenter un autre mode de propulsion, à l'horizontale. Sa navette doit être lancée depuis le dos d'un avion. Une fois lâchée, la navette va servir à la propulsion de satellites en orbite basse. L'ambition est de casser les prix. Quand on fait un système qui est réutilisable, qui réduit de 75% le prix du lancement, en fait, beaucoup de pays émergents, des entreprises, des PME sont intéressés d'avoir l'accès à l'espace. Space for all, l'espace pour tous. Pascal Jossy tient son slogan. Il lance sa start-up avec des invités accourus du monde entier à Payerne. On est le 13 mars 2013. Pascal Jossy voit ses rêves d'enfant se concrétiser. La fusée de Tintin, ça m'évoque des souvenirs d'enfance, ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Donc à chaque fois que je vois ce rouge, ce blanc, je me dis tout le temps, voilà, on y est, voilà l'objectif. C'est pas l'objectif Lune, c'est mon objectif à moi. C'est pour ça qu'elle est sur le bureau, pour me rappeler chaque fois quel était le point de départ. C'est quelque chose qui m'obsède maintenant. Donc la fusée de Tintin a été remplacée par cette fusée-là. Et moi j'adore en fait la phrase de Serge Dassault qui disait que quand un avion est beau, il vole bien. Et puis là en fait ça reprend bien ces termes-là. Il est beau, alors il volera bien. L'aérodrome de Payerne pourrait accueillir d'ici quelques années un Airbus A300. A Swiss company is trying to revive the idea of supersonic travel and in Начала fact создание многоразовой системы запуска мини-спутников. 加上比传统发射系统消耗更少燃料的技术，或者有紧急状况发射过程可以随时调度。 Le lancement est réussi, avec un large retentissement dans les médias. Et puis surtout, il y a la figure rassurante de Claude Nicolier, vendu comme le parrain de S3. Je me disais déjà à ce moment-là, ça va être extrêmement difficile, mais il a le courage de se lancer et je veux totalement le soutenir. Je ne voulais pas m'exprimer en disant oui, allez-y, mais ce sera vraiment difficile. Est-ce que vous allez vraiment... Je voulais être totalement positif. Pour constituer son équipe, Pascal Jossy commence par ses collègues de l'armée. Des cadres, des pilotes vont le suivre. Il engage aussi plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur et son frère. Son épouse, qui, elle, est pilote professionnelle, ne travaillera pas dans la société. Mais le couple a vécu ensemble le grand saut. Le soir, je suis rentré à la maison. Je me souviens que le repas, il n'y avait pas un bruit à table. Là, ma femme me dit, est-ce qu'on est triste ou on fête? Puis moi, je dis, c'est beau, alors on fête. Et puis, j'ai la chance d'avoir une piscine. On allait dedans. Et elle m'a dit, on a bien fait de fêter. Puis moi, je lui ai dit, on a intérêt à profiter parce que bientôt, elle n'est plus à nous, la piscine. Curieuse réflexion, prémonitoire peut-être. Au lancement de sa start-up, Pascal Jossy prend effectivement le risque de tout perdre. Mais il va emprunter, beaucoup. Aujourd'hui, ses anciens bailleurs de fonds refusent de s'exprimer. Sauf un, le tout premier. C'est un ingénieur belge, Jean Meulart.
Il dirigeait alors le prestigieux institut von Karman, en Belgique. Avec la présence de Dassault, avec la présence de l'industrie, donc ça donnait vraiment une confiance. C'est vrai que Pascal nous a convaincus au début, hein, et tout le monde d'ailleurs, puisque bon, j'étais même supporté par l'Agence spatiale européenne et l'autre industrie qui disait non de Dieu, c'est un projet phénoménal. C'est tellement phénoménal que l'Institut belge va accorder une avance de 300 000 € à S3 pour un futur lancement de microsatellites. Cet argent va en fait servir à constituer le capital social de la société. La pompe est amorcée, Pascal Jossy loue d'immenses locaux, 1700 mètres carrés, discrètement placés au 2e étage d'un bâtiment de la zone industrielle de Payerne. De retour dans ces locaux désormais vides, Pierre-Alexandre Schwab est le seul ancien employé de S3 à témoigner à visage découvert. L'ambiance au début était très rêveuse, j'ai envie de dire. L'ambiance en mettait des étoiles dans les yeux. Vous avez les repas offerts, vous avez toujours le café, vous avez... les locaux quand même sont en jet quand vous arrivez la première fois, donc la première impression était pas la bonne. Les étoiles dans les yeux coûtent cher. 2 millions pour aménager et équiper les locaux, sans compter le loyer, 200 000 francs par année. Il en faut autant pour le leasing des BMW des directeurs. Et S3 avance plus d'1 million de francs pour l'achat d'un terrain à l'aéroport de Payerne. C'est là que la société veut construire son port spatial. Elle dépense aussi beaucoup pour son rayonnement international. Le directeur de Présence Suisse, Nicolas Bidot, a été impressionné par la venue de S3 dans sa maison suisse, aux Jeux Olympiques de Sotchi. Ce que j'avais ressenti à Payerne, à savoir des entrepreneurs, des esprits start-up, des Elon Musk en puissance, ils rejouaient ça, l'exposition était bien foutue, on a bien fait le travail, cette maison suisse était belle, et puis on avait des gens en uniforme qui étaient là, qui étaient autour de leur expo et qui ont fait une conférence de presse qui présentait la collaboration notamment avec le producteur des moteurs russes. À Sotchi, S3 s'offre les services de la star russe du hockey, Slava Bykov, pour sa communication. La start-up se vante du contrat signé avec Kuznetsov, le fabricant des moteurs des fusées russes. Ces moteurs doivent équiper la navette suisse, le SOAR. Je le considérais, Pascal Jossy, comme un rassembleur de technologies qui existait déjà. Un élément fondamental, c'est évidemment Dassault avec le projet Hermès. Je me suis dit, waouh, s'il y a l'équipe d'Hermès qui se met avec Pascal Jossy sur S3 Payerne, ça donne des chances au projet. Pour moi, c'est un élément essentiel. Avec cette référence de Dassault qui revient en boucle, Pascal Jossy continue sa tournée mondiale pour assembler la navette, le SOAR. Il repasse par une autre enseigne prestigieuse en Belgique, la Sonaca, fournisseur entre autres de la structure des ailes des Airbus. Il se fait que Sonaca, comme vous l'avez vu en entrant chez nous, est une société qui fait des structures aéronautiques et spatiales et la structure d'un SOAR, donc comme il s'appelait, le petit avion suborbital, ça pouvait nous intéresser, oui, de concevoir et de fabriquer cette pièce. Rapidement, la Sonaca cesse de participer au développement de la navette car ses factures ne sont plus honorées. Comment expliquer que ces professionnels de l'aéronautique se sont si peu méfiés? Effectivement, il n'avait encore rien prouvé, mais il avait déjà une petite équipe autour de lui qui avait, je dirais, esquissé les éléments du système. Et donc, oui, on a trouvé que il n'y avait pas... aussi l'Institut von Karman, qui est quand même... Enfin, il y avait toute une série de gens autour du projet et aussi Dassault Aviation que j'ai oublié de mentionner. Et ce sont ce genre d'environnement-là qui a fait que nous nous sommes sentis en confiance, je veux dire, avec des gens qu'on connaît.
Et puis il y avait aussi le profil de M. Jaussy qui vous rassurait. Vous vous souvenez de quoi, de quelle qualité de son CV que vous avez retenu? De quelle qualité j'ai retenu? Moi, je pensais qu'il était pilote d'avion de chasse. Enfin, je ne sais pas si c'est lui-même qui me l'a dit ou quelqu'un d'autre, mais c'était pour moi. Et plus le fait qu'il avait travaillé à l'EPFL à Lausanne en tant qu'ingénieur. Et si je vous dis que dans notre enquête, on a réussi à vérifier qu'il n'est ni pilote de ligne, ni pilote de chasse et qu'il n'a pas véritablement travaillé à l'EPFL? Je dirais que c'est dommage pour moi, c'est moi qui aurais dû vérifier et pas vous. Et avant. En Suisse, la confiance règne aussi, en tout cas au sein de la petite famille de l'armée et des forces aériennes. Le plus grand fan de Pascal Jaussy est d'ailleurs l'ancien chef de l'armée, Christophe Kekayes. Il déclarera dans la presse que pour lui, Pascal Jaussy est un véritable génie, c'est un petit Claude Nicolier. Aujourd'hui, Christophe Kekayes ne désire plus parler de cette affaire et l'armée prend officiellement ses distances. Nos spécialistes ont vu assez rapidement que les idées qu'ils avaient ne pouvaient pas être réalisées avec S3 et alors, comme je dis, il n'y a jamais eu de collaboration étroite ou formelle. De ce fait, l'armée était toujours très distante de S3. Des rapports distants, vraiment? Comme le prouvent plusieurs documents et des mails internes à S3, plusieurs gradés se rendront à Payerne. Le service du renseignement militaire aura les contacts les plus poussés. Le renseignement militaire est prêt à investir, respectivement à payer, pour des prestations de S3 en la matière. Alors chef du renseignement militaire, le divisionnaire Jean-Philippe Gaudin aura plusieurs rencontres avec des représentants de S3. Il se voit déjà posséder son propre satellite grâce au prix cassé promis par S3. Aucun contrat ne sera finalement signé avec l'armée. Du côté civil, au département de l'économie, l'approche est moins enthousiaste. Responsable à l'époque de la politique spatiale de la Confédération, Daniel Neuenschwander est aujourd'hui directeur des lancements à l'Agence spatiale européenne. S3 était venu présenter les intentions de leur compagnie, normalement on appelle ça business plan, et avait demandé un soutien à la Confédération. Il y avait une vraie volonté, et une volonté de mon côté, de se faire encore une fois, un avis qualifié sur la question. Et c'était multidimensionnel et nous avons fait notre travail. Un point sur lequel j'ai toujours été extrêmement clair et où je n'ai pas d'avis d'un iota, argent public égale règles précises égale équité de traitement. Il y a un certain nombre de critères qui doivent être remplis et si le point n'est pas réglé, il faut revenir. S3 ne complétera pas son dossier pour obtenir des subventions de la Confédération. La start-up ne va pas davantage lever de fonds auprès de véritables investisseurs. Seule la marque horlogère Breitling va signer un contrat de sponsoring pour 1,5 million de francs par année. Mais l'essentiel du cash va provenir d'une ligne de crédit de 10 millions, garantie par AXA Winterthur, qui se voyait déjà devenir l'assureur de l'espace. Quelques privés vont aussi prêter de l'argent à Pascal Jaussy, décidément très bon vendeur. Sous couvert d'anonymat, un ancien cadre de S3 accepte de raconter les méthodes de son ancien patron. Souvent, M. Jaussy donnait des chiffres qui lui allaient bien pour lui, mais qui ne reflétaient pas toujours la réalité. Des belles paroles, des contacts gentils, mais cette manière qu'il a eue de manipuler les gens, de faire systématiquement de la triangulation, ça, je pense que c'est de la tromperie. Les reproches sont graves. Pascal Jaussy, lui, nous a refusé toute interview. Impossible donc de le confronter à ses anciens collaborateurs. Il n'a pas fallu faire beaucoup pour me convaincre. Parce que le projet, il est quand même magnifique. Et puis, malgré la fin qu'il a eue, il reste un projet qui était extraordinaire. Il y avait Dassault, qui avait déjà fait des promesses de soutien sur le plan technique. Donc, il y avait suffisamment pour dire ça vaut la peine de s'investir pour ce projet.
tout en étant conscient des risques qu'on prend dans une start-up et puis d'accepter que ça peut ne pas marcher. Donc on a différentes corps de travail qui travaillent ici autour. On a tout ce qui est trajectoire, aérodynamique, on a la partie thermique, ici on a la partie avionique, on a une partie de notre team qui est actuellement au Canada pour justement des essais. Donc voilà, ça c'est notre cathédrale, parce que justement elle a cette forme un peu de bateau et de cathédrale. Pascal Jossy aura jusqu'à une 70aine d'employés. Il engage sans compter. Il va par exemple débaucher 4 pilotes professionnels. Même s'ils ne volent pas ou très peu, leur salaire et leurs primes de risque sont élevés. Il y en a pour environ 14 000 francs par mois et par pilote. À ce rythme, les lignes de crédit sont vite épuisées. Dès 2014, les salaires peinent à tomber. La première année où j'ai travaillé, on a cumulé quand même jusqu'à 4 mois de retard qui ont été réglés en décembre de la même année. Où justement, c'est un fameux mois de décembre où on nous a dit que tout était bon, que justement le financement était présent, que Dassault Aviation avait signé et puis que l'année suivante allait être bien. C'est le contraire qui se produit. Dassault examine à la loupe les finances de S3 et renonce à investir. On arrive au tournant de l'aventure. Pascal Jossy décide de tout seul, sans conseil d'administration. Il retarde le moment d'avouer à son équipe que Dassault lui échappe et il va chercher de l'argent ailleurs. Il se tourne vers l'entreprise de génie civil qui espère construire son port spatial. Il convainc son patron de lui prêter 2,5 millions de francs. De quoi payer les salaires de 2014, mais pas de 2015. Janvier a été payé et déjà février n'a pas été payé. Mars non plus. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé avec Dassault? On nous a dit qu'ils s'étaient rétractés, qu'ils avaient décidé de ne pas signer, de ne pas rentrer dans le fonds. Avec l'abandon de Dassault et les dettes qui s'accumulent, la start-up semble condamnée. Mais Pascal Jossy s'enfonce et son équipe avec lui. Vous commencez à vous dire, ouais, l'entreprise a des déboires financiers et il y a autant de BMW sur le parking. Pour des gens qui, techniquement, ne font pas de déplacement professionnel. Nous, on nous dit qu'il y a des problèmes financiers, on les vit par le manque de salaire. Puis tout d'un coup, on a une 30aine de bureaux électriques, mécaniques qui arrivent. Puis, je veux dire, quand on connaît un peu le prix des bureaux, on se dit que ce n'est pas des bureaux Ikea. Pour vous, c'est quand le moment un peu de bascule? Le moment de bascule où moi, j'ai commencé à douter s'est fait assez tôt. Et en même temps, je voulais y croire. Donc, c'est vraiment l'ange et le démon. On a ces deux petites voix dans la tête qui disent oui, mais là, tu es en train de te faire embobiner. Continue comme ça et tu vas tout perdre. Et après, on a une autre petite voix qui dit oui, mais si tu pars et puis que ça décolle et puis si tu as dit la vérité, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Et en fait, c'est ces deux petits personnages qui se battent tout le temps. Le vrai problème, c'est que Pascal Jossy, chaque fois, va nous amener des éléments, des documents. Bien sûr, plus tard, ils s'avéreront peut-être pas justes ou pas vrais, mais ces éléments nous feront penser que l'argent doit arriver. Donc, il y a cette espèce de carotte qu'on va mettre devant l'âne et qui a bien marché, hein, qui fait que quand la passion de ne pas louper la chance de sa vie de travailler dans un projet comme celui-là, et puis ces documents qui légitimisent les paroles de Pascal Jossy, ça fait qu'on reste. Pascal Jossy va notamment montrer à ses cadres une lettre d'intention passée avec un groupe chinois. Il promet d'énormes investissements et une entrée en bourse à Hong Kong. Autre coup de bluff, l'ouverture d'une filiale en Croatie pour y construire un port spatial. Lors d'une conférence de presse dans un palace de Zagreb, on voit sortir de l'ombre un homme clé de l'entourage de Pascal Jossy, Kirill Tulski. Il s'exprime en tant que président de S3 Croatie. Il est lié par mariage à une riche famille russe de Genève. Autre personnage qu'on découvre, Sladan Zovko,
se croit à le titre de directeur. Il est présenté comme un grand businessman. En réalité, il est en fin de droit du chômage à Genève. Ce qui finit d'intriguer, c'est les statuts de S3-Croatie qui visent le marché des déchets nucléaires. Entre collègues à Payerne, on se demande si Pascal Jossy n'est pas sous la coupe du Russe, dont la famille lui aurait prêté de l'argent. Avec ce qu'il nous racontait par rapport à ce qu'il vivait avec des créanciers russes, on peut s'imaginer que ces gens-là ne plaisantent pas et auraient cherché à lui nuire. Ça, c'est possible. Dans ce document interne à l'entreprise, on découvre que le conseiller russe s'est vu proposer des honoraires de 60 000 francs par mois. Pascal Jossy semble bizarrement s'entourer. Et quand on veut l'aider, il ne saisit pas forcément la perche qu'on lui tend. J'ai discuté avec Pascal de ma position. Lui m'a demandé si je pouvais être le chairman ou bien le président du conseil d'administration. J'ai dit non, moi je ne vais pas faire ça. Moi je veux seulement être un conseiller, advisor sur les questions spatiales. Tu peux m'appeler quand tu veux, jour ou nuit, discuter autour d'une bière ou d'un café de certains aspects techniques du programme. Eh bien, moi je suis tout à fait d'accord de partager mon opinion. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé du tout. Pendant des années, en fait, c'était le silence. À Payerne, dans la cathédrale, l'ambiance devient surréaliste. Les employés ne sont plus payés, certains viennent encore travailler, d'autres pas. Mais le patron veut rebondir, à tout prix. Il vise cette fois le grand public. S3 se met à vendre des vols en apesanteur à prix cassé. La société promet d'aménager spécialement un Airbus A340. À coup de montée et de descente, il doit recréer les conditions d'apesanteur. Le Genevois Boris Sauter est un passionné de vol en apesanteur. Il s'est offert le grand frisson en Russie, dans un Ilyushin. Employé à Cointrin, il fait partie des premiers clients des vols zéro gravité de S3. J'ai vu un article qui parlait de cette nouvelle compagnie basée à Payerne qui propose à monsieur et madame tout le monde des vols en apesanteur à un prix qui vraiment cassait le marché. Parce qu'à moins de 6-7 000 francs suisses, ça n'existait pas. On a des vols aux États-Unis, on a des vols en France, ils sont tous au même niveau de prix. Donc j'ai immédiatement contacté S3, je me suis inscrit et quelques jours plus tard, ma carte de crédit était débitée et j'ai reçu un petit voucher. S3 brade ses billets à 1 399 francs. On peut aussi les échanger contre 500 actions en vue d'une soi-disant entrée en bourse. Jean-Luc Ibicher fait partie de ces romans qui se sont laissés séduire. Il a acheté 10 billets d'un coup. C'est le côté un petit peu innovatif, le côté un peu funny. Ouais, vous pouvez faire des sauts en parachute, des cascades de glace ou des trucs comme ça. C'était quand même quelque chose de sympa. Ces circonvolutions en apesanteur, ça aurait été quelque chose de sympa à faire avec quelques amis. Ou le côté aussi boursier de pouvoir avoir 500 actions par titre de cette unité, ce qui m'aurait donné 5000 actions d'une société qui était peut-être vouée à un développement fantastique. Cette vente de billets sur le site internet de S3 ne sera jamais honorée. Et ses clients n'ont pas été remboursés. Au moment de l'achat, il y avait quand même eu toute cette pression médiatique. Il y avait des scientifiques qui étaient derrière aussi. On avait Nicolier qui était là-dedans. Il y avait des politiques. Le canton de Vaud était impliqué, sauf erreur la ville de Payerne aussi. Breitling, quand même pas une société de deuxième zone qui était derrière aussi en sponsoring. Donc pour moi, tous les voyants étaient ouverts pour aller prendre un petit risque dans cette aventure, soit pour le côté fun, soit pour le côté économique. Petit risque qui vous coûte combien aujourd'hui ? 14 000 et quelques francs, puisque j'ai pris 10 de ces tickets à 1 380 francs. Vous en avez fait quoi de ces billets ? Alors, je les ai toujours. J'ai fait 2 magnifiques éventails avec 5 billets. Donc, c'est des éventails à 7 000 francs la pièce, donc, qui nous permettent de nous rafraîchir avec ma femme. C'est après le 3e report successif que j'ai commencé vraiment à enquêter de mon côté, et les informations que je recevais me faisaient peur. J'entendais par exemple que les employés n'étaient plus payés et que financièrement,
Ce n'est pas des dizaines de millions qu'il fallait pour ce genre de société, mais c'était des chiffres qui allaient à plusieurs centaines de millions. Donc je me suis quand même posé la question, mais comment est-ce que cette compagnie, en n'ayant rien gagné, en n'ayant rien vendu, arriverait à faire tourner cette société sans argent? Le Genevois cherche le contact avec S3 pour se faire rembourser. Sans nouvelles, il se tourne vers le sponsor. J'ai pris contact avec Breitling et je leur ai dit, écoutez, voilà, je me présente, Piotr, je suis un passionné d'aviation, je suis client chez S3, vous êtes en liaison avec eux, est-ce que vous en savez plus? Parce que ça fait depuis un bon moment que j'attends que le vol se fasse, j'arrive ni à les contacter, j'ai pas d'informations, ou alors c'est chaque fois reporté. Est-ce que vous pouvez revenir vers moi après les avoir contactés? Alors j'ai reçu une réponse, oui, écoutez, on va regarder. Et peu de temps après, j'apprends que Breitling rompt toute communication avec S3 Suisse System. Breitling va en effet rompre avec effet immédiat son contrat. L'avocat de l'entreprise révèle pourquoi dans cette lettre datée du 24 avril 2015. Mamondont a eu la désagréable surprise de constater que vous l'avez induite en erreur sur un développement essentiel du projet, à savoir la prise de participation de Dassault dans votre société. L'histoire ne s'arrête pas là. Pascal Jossy va encore tenter de rebondir pendant presque 2 ans. Il trouve un nouveau bienfaiteur, un notable libéral radical vaudois, Philippe Petitpierre, roi du gaz en Suisse romande et passionné par tout ce qui vole. Il va engager sa fortune personnelle. Il refuse désormais de parler de sa mésaventure, mais voilà comment il s'exprimait à l'époque. On est au bout du tunnel, on voit le soleil, on voit maintenant la sortie de ce tunnel qui a été longue. Philippe Petitpierre va faire entrer un autre homme d'affaires dans le plan de sauvetage, Amin Forati, un Iranien basé à Dubaï. Philippe Petitpierre vient pourtant de faire une mauvaise expérience avec cet homme d'affaires. Mais peu importe, Amin Forati promet 12 millions d'argent frais. Le notable vaudois se bat aussi pour obtenir des aides publiques. Son argument, il faut dépanner S3 dans l'attente des 12 millions. Christelle Luisier, syndic de Payerne, est la première à faire un geste. Elle accepte de rembourser l'avance d'1 million de francs payée par S3 pour son terrain à l'aéroport. On a eu vent du fait qu'ils avaient certaines difficultés économiques en lien avec le retrait de certains partenaires. En tout cas, c'est comme ça que ça nous a été présenté, mais avec l'espérance d'avoir de nouveaux investisseurs. Et qu'est-ce qu'étaient les perspectives d'investissement? Qu'est-ce qu'on vous a vendu pendant cette crise de 2015? Bon, ce qu'on nous a vendu, c'est qu'on ne nous a pas forcément dit quels étaient les investisseurs en tant que tels, mais on nous a dit qu'il y avait plusieurs pistes qui étaient à l'étude et qui étaient des pistes très sérieuses par rapport à des investisseurs qui venaient de l'étranger. Mais quels étaient les noms et les garanties de ces investisseurs? La syndic n'a visiblement pas obtenu toutes les informations. À Payerne, il devient pourtant de notoriété publique que rien ne va plus. L'entreprise ne paye même plus son boulanger. C'était gros moyens, grosse BMW, gros autocollant, tout neuf. Je pensais que ça tournait. Vraiment, j'y croyais. Les sponsors et tout, je pensais que tout était là, tout était présent. Pendant 2 ans, je pense que j'ai livré. Et ça commençait à venir plus délicat. Je devais réclamer un petit peu à la fin du mois, et ci et ça. Puis pour finir, j'ai arrêté de livrer. C'est peut-être un peu de ce bon sens qui a manqué dans cette affaire. On s'est plutôt fait confiance. Est-ce que le fait que M. Petitpierre, que vous connaissez, ça vous a rassuré? Est-ce que ça a eu un rôle? En tout cas, je pense que c'était un élément parmi d'autres, dans le sens où M. Petitpierre les a coachés. Et c'est vrai que ça, c'était un élément aussi intéressant. Philippe Petitpierre est aussi allé demander de l'aide à Lausanne. Au siège du gouvernement vaudois, il trouve une oreille attentive auprès des 2 conseillers d'État PLR, Pascal Broulis et Philippe Lebas. Il s'appuie aussi sur le groupe libéral radical du Parlement. Dans ce mail daté du 15 juillet 2015, il évoque l'enthousiasme du chef du groupe PLR. Ce projet est porteur d'espoir et de fierté pour le canton. Et il insiste bien pour que Philippe Lebas en tienne compte.
C'est un élément qui me paraissait devoir être porté à ta connaissance au moment où tu décideras du montant que tu proposeras à tes pairs du Conseil d'État. Le ministre de l'économie, Philippe Lebas, fait passer un prêt sans intérêt d'1 demi-million. Les renseignements que nous avions obtenus nous permettaient de penser qu'un coup de main permettait de passer un moment difficile en vue de préserver cet emploi. Nous avons conditionné l'aide de l'État d'abord au soutien des collaboratrices et des collaborateurs au travers de versements de salaire et seulement de versements de salaire. Nous avons eu la confirmation par le rapport du contrôle cantonal des finances que cet argent avait servi à cela et exclusivement à cela. Et puis, d'autre part, l'idée, c'était de donner un bol d'air à l'entreprise pour pouvoir, après le départ d'un principal bailleur de fonds, de passer ce cap différent. Nous l'avons fait avec succès dans d'autres situations. Malheureusement, celle-ci n'a pas réussi. Philippe Lebas a cru sauver des emplois à haute valeur ajoutée. Mais il a peut-être aussi trop fait confiance au PLR, Philippe Petitpierre. Un audit interne a relevé que le notable a joué un rôle prépondérant. C'est vrai que je connais M. Petitpierre, c'est vrai que je tutoie, comme je tutoie beaucoup de monde. Voilà, parce que j'ai parfois de la sympathie pour les gens. Je ne crois pas que le fait de tutoyer quelqu'un relève du code pénal, à ma connaissance, mais enfin, on peut toujours discuter. Mais la question n'est pas d'ordre pénal ou de faire un procès, mais c'est de savoir Si, de votre bouche, bien sûr. Vous prétendez que parce que M. Petitpierre est du PLR, parce que je suis PLR, c'est cet élément-là qui a facilité la décision d'octroi du prêt. Or, le prêt n'a pas été octroyé par un PLR, mais par un gouvernement de majorité de centre-gauche. Dans les faits, le prêt du gouvernement vaudois devait servir de joint avec les 12 millions promis par l'investisseur de Dubaï. Il n'en sera rien. Même Philippe Petitpierre, on le sait, a des doutes sur le sérieux d'Amin Forati. Mais personne ne vérifie. S3 va même lui signer un contrat de travail et il obtiendra un permis B. Amin Forati est une personne qui a tout de suite s'est intéressée à S3 pour pouvoir avoir une relation avec nous pour le Moyen-Orient. Il a toujours été franc et correct avec nous. L'investisseur miracle, les employés de S3, eux, n'y croient pas. On tape juste son nom sur Google et puis on a déjà tous les doutes qui s'installent. C'est pas possible. Mais juste avant, il y a l'État de Vaud qui prête 1 demi-million à S3. Ça vous a donné de l'espoir? On vous l'a vendu comment? Non, absolument pas. C'était, comme Pascal aimait le dire, c'était le ballon d'oxygène. Il parlait en fait des batchs de salaire comme le ballon d'oxygène pour tenir jusqu'à ce que l'investisseur arrive. Les 12 millions n'arrivent pas et S3 se retrouve en situation d'insolvabilité. Fin 2015, tous les employés auront quitté l'entreprise faute d'être payés. Certains ont jusqu'à 7 mois d'arriérés de salaire. Quand j'ai quitté l'entreprise, pour moi, je savais qu'elle allait pas décoller. Là, pour moi, c'était S3 n'allait pas décoller. La justice vaudoise est plus optimiste. En 2016, elle accorde 3 ajournements de faillite à S3. La liste des poursuites s'allonge et va dépasser les 7 millions de francs. Mais le tribunal civil prend au sérieux l'investisseur de Dubaï. Il promet encore plus d'argent, 30 millions de dollars. Il agite une garantie bancaire qui se révélera douteuse. Pascal Jossy, lui, veut y croire. Je ne pense pas que c'est la fin, c'est simplement une phase pour nous. On savait qu'on devait avoir ce temps-là pour recapitaliser et ce temps-là pour pouvoir produire les éléments. On a systématiquement montré toutes les informations nécessaires depuis 1 année sur 3 audiences pour prouver notre bonne foi et reprouver notre recapitalisation. Et Pascal Jossy frappe un grand coup. Il fait atterrir à Payerne un Airbus A340. J'étais en train de rentrer chez moi et j'ai vu l'avion passer au-dessus d'Avenches. Alors, un Airbus A340 qui passe au-dessus d'Avenches à basse altitude, c'est pas tous les jours. Et j'ai très clairement vu le S3 sur la queue de l'avion. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Pour moi, l'avenue de cet avion, c'est un scandale.
On vient pas avec un avion comme ça se pavaner quand on a des mois de salaire en retard, des charges sociales à payer. À ce moment, je travaillais plus pour S3, mais j'ai été interpellé par beaucoup de gens. Puisqu'ils pouvaient éventuellement acheter un Airbus à des dizaines de millions de francs, je me dis qu'ils vont pouvoir me payer. Et puis j'ai attendu, j'ai eu de nouveau des téléphones avec les collaborateurs de M. Jossy, et puis rien. C'était du vent. Alors voilà. La venue de cet Airbus à Payerne est un ultime coup de bluff. Il fait de la pub pour la vente des billets zéro gravité. La marque Tag Heuer a même voulu devenir le nouveau sponsor de S3. Le contrat ne sera pas finalisé. En réalité, S3 ne sait pas acheter l'avion. C'est un leasing. Une première tranche a été payée par un certain Philippe Petitpierre, qui se fait appeler Joséphine Ange Gardien dans ses échanges de mails avec Pascal Jossy. Joséphine pourrait aussi avoir ses limites à l'avenir si l'on devait à nouveau se trouver dans une situation extrême telle que celle du paiement d'1 million de dollars sous moins de 48 heures, dépense à laquelle j'ai dû faire face en engageant des biens personnels. Il y en a en tout pour 1,4 million. Joséphine est donc fatiguée et l'aventure S3 va sombrer dans le fait divers. C'est un entrepreneur dans un domaine de pointe, celui de l'industrie spatiale, très actif en Suisse romande, qui a été retrouvé dans une forêt, gravement blessé, brûlé. Sauvagement battu, étranglé, puis aspergé d'un liquide inflammable. Et on l'a retrouvé grièvement blessé à côté de sa voiture en feu. C'est dans cette forêt à Aumont que les agresseurs de Pascal Jossy l'ont laissé pour mort, après l'avoir battu puis brûlé dans sa propre voiture. L'histoire du patron agressé fait mousser les médias. Certains croient à la piste d'une agression téléguidée depuis la Chine. Dans un sujet diffusé au 19h30, Pascal Jossy sera tout de même interrogé sur la possibilité d'une automutilation ou d'une mise en scène de sa part. Moi, ce que je peux affirmer haut et fort aujourd'hui, c'est que je suis partie plaignante. Donc, en me mettant partie plaignante, il n'y a pas d'automutilation et de suicide. L'enquête judiciaire va en fait se retourner contre Pascal Jossy. Le 24 janvier 2017, le procureur fribourgeois Raphaël Bourquin l'inculpe pour incendie intentionnel et induction de la justice en erreur. Au moment où il était théoriquement séquestré, eh bien, il recevait et il envoyait des SMS, ce qui nous a quand même poussé à avoir des doutes sur sa version des faits. Ensuite, il y a eu le constat du médecin légiste qui ne confirmait pas au niveau des lésions la version de M. Jossy. À nouveau, au niveau de la localisation de son téléphone, ça ne correspondait pas à la version de M. Jossy. Et finalement, nous avons effectué une reconstitution de l'incendie. Et là aussi, nous nous sommes rendus compte que la version de M. Jossy n'était pas plausible. Le procureur refuse désormais de s'exprimer. Mais la vidéo des enquêteurs nous a été envoyée par un proche de Pascal Jossy pour appuyer sa version. Pour lui, pas de doute, il est aspergé d'essence par ses agresseurs et il le place de force à l'avant de sa voiture. Dans la version des enquêteurs, c'est Pascal Jossy qui renverse de l'essence dans son coffre, il y met le feu et il se blesse par accident, victime d'un retour de flamme. Dans le camp de Pascal Jossy, on estime que c'est trop court pour être brûlé comme il l'a été. C'est dans sa voiture que le patron aurait été pris au piège. Et il aurait réussi à s'en sortir in extremis. L'enquête concerne aussi le volet financier. Pascal Jossy et Amin Forati sont accusés de faux dans les titres en rapport avec la fameuse garantie bancaire de 30 millions de dollars. Il y avait des éléments très troublants avec cette garantie bancaire, notamment au niveau de la banque émettrice. Donc la banque qui avait émis cette garantie, on avait des doutes même sur son existence, ce qui nous a poussé à se poser des questions sur la validité même de ce document. L'enquête promet d'être encore longue. De nouvelles plaintes se font jour sur le possible caractère frauduleux de la gestion de S3, et d'anciens clients des vols en apesanteur ont porté plainte pour escroquerie et publicité mensongère.
Les anciens employés, eux, ne reverront sans doute pas leur argent ou une infime partie des salaires impayés. En tout, la chute de S3 laisse un trou de plus de 20 millions de francs et beaucoup d'illusions perdues. Pour lui, je suis déçu qu'il en soit venu à faire ce qu'on raconte dans vos journaux, qui est de s'auto-attaquer. J'ai du mal à imaginer que c'est la même personne que celle que j'ai rencontrée. Ça, j'ai du mal. J'en veux à M. Jossy d'avoir menti. Au-delà de l'idée, non, je n'en veux pas d'avoir eu cette idée, parce que l'idée était quand même extraordinaire, sinon on ne serait pas venu travailler ici. Il faut quand même dire les choses. Moi, j'en veux à cette personne de nous avoir menti sur vraiment les derniers mois, la dernière année. La Suisse est une petite nation spatiale, mais c'est une nation spatiale qui ne souffre pratiquement pas de cet échec. Je le regrette seulement pour l'idée qui ne prendra pas naissance ici, en tout cas pas maintenant, peut-être qu'elle refera surface dans quelques années, d'une part, et puis je le regrette pour Pascal lui-même et pour son équipe. Est-ce que dans chaque aventurier, il n'y a pas un truqueur? Marco Polo n'est jamais arrivé à Pékin, on le sait, donc je pense que la frontière est fine hein, entre le truqueur et l'aventurier. Un aventurier est un barge. Je ne connais aucun aventurier qui n'est pas un barge au début. Pour lors, Pascal Jossy bénéficie de la présomption d'innocence. Il refuse de s'exprimer. Au terme de notre enquête, nous lui avons une nouvelle fois demandé une interview. Il a répondu par son avocat, Jacques Barillon. À tort ou à raison, Monsieur Jossy considère que le traitement que vous avez réservé à cette affaire jusqu'à ce jour ne traduisait pas toute l'impartialité requise. Par ailleurs, mon client ne souhaite pas s'exprimer publiquement à ce stade de l'instruction de la cause. Personne ne sait vraiment ce que devient Pascal Jossy. Il a mis en vente sa villa avec piscine. Le vendeur de navettes fuit désormais la lumière des projecteurs, où il a si bien brillé.